Quant à savoir qui l'a tué, il marqua une pause, regarda son public. Dans ce silence, on aurait pu entendre une mouche voler. J'ai été particulièrement frappé, poursuivit-il lentement, par la difficulté incroyable de prouver quoi que ce soit contre l'un des passagers de ce train. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, ils ne peuvent tout de même pas être impliqués. Et c'est alors, messieurs, que j'y ai vu clair. Ils étaient tous impliqués. Car tant de gens liés à la famille Armstrong qui voyageaient dans le même train par hasard, c'était invraisemblable, c'était impossible. Ce ne devait pas être une coïncidence, mais dans un but bien précis. Je me suis souvenu d'une remarque du colonel Arbuthnot au sujet d'un procès et du jury. Un jury est composé de 12 personnes. Il y avait 12 passagers. Ratchet fut poignardé 12 fois. Et la chose qui m'avait posé problème depuis le début, le nombre incroyable de passagers dans la voiture Istanbul-Calais à une période creuse de l'année, trouvait enfin son explication. Ratchet avait échappé à la justice en Amérique. Sa culpabilité n'était plus à prouver. Et immédiatement, tout devenait parfaitement limpide. Tout était si planifié que si des soupçons étaient portés à l'encontre d'un passager, le témoignage d'une personne ou de plusieurs innocenterait l'accusé et rendrait le dénouement confus. Cette histoire était un puzzle brillamment orchestré, si arrangé que chaque nouvelle information qui était mise en lumière rendait la solution finale encore plus difficile. Cette solution explique-t-elle tout? Oui. La nature des blessures. Chacune a été infligée par une personne différente. Les fausses lettres de menace. L'histoire d'Hardman sur le fait d'avoir été engagé par Ratchet. La description du mythique petit homme avec une voix de femme. L'idée de poignarder est à première vue curieuse, mais à la réflexion, rien ne pouvait mieux se prêter aux circonstances que ça. Un poignard était une arme que tous pouvaient utiliser, qu'il soit fort ou faible, et cela ne faisait pas de bruit. J'imagine que personne ne saura jamais quel est le coup dont il est véritablement l'auteur. La lettre finale que Ratchet a probablement trouvée sur son oreiller a été soigneusement brûlée. Si aucun indice n'avait révélé l'affaire Armstrong, il n'y aurait eu absolument aucune raison de suspecter l'un ou l'autre des passagers de ce train. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé lorsque les conspirateurs ont découvert que cette partie de leur plan était impossible, à cause de l'incident de la Congère. Il y a eu, j'imagine, une consultation hâtive, et puis ils ont décidé de faire avec. Il fallait juste rendre le dénouement encore plus confus. 2 soi-disant indices furent laissés dans le compartiment de la victime, une pour incriminer le colonel Arbuthnot, et la seconde pour incriminer la princesse Dragomirov. Pour rendre le tout encore un peu plus confus, un leurre a été placé en travers du chemin, la femme en kimono rouge vif. Une fois encore, il fallait que je sois témoin de l'existence de cette femme. Il y a eu un bruit sourd contre ma porte. Je me suis levé et j'ai regardé dans le couloir et vu le kimono rouge disparaître au loin. Il s'agissait, je pense, de quelqu'un avec un certain sens de l'humour qui a eu l'audace de déposer le kimono rouge vif sur le dessus de ma valise. Je suspecte que ce kimono appartienne à la comtesse Andrény. Et puis il y avait un autre détail à prendre en considération. En supposant que ma théorie du crime soit la bonne, je crois qu'il est évident que le conducteur de wagon-lit était lui-même au courant de ce complot. Mais si tel était le cas, cela nous fait 13 personnes et non plus 12. Je me suis donc retrouvé face à 13 personnes, et une seule d'entre elles devait être innocente. J'en suis arrivé à la conclusion que la personne qui n'avait pas pris part au crime devait être la personne qui serait considérée comme la plus apte à y participer. Je fais référence à la comtesse Andrény. J'ai été impressionné par l'honnêteté de son mari. Je me suis dit que le comte avait pris, pour ainsi dire, la place de sa femme. Si tel était le cas, alors Pierre Michel faisait définitivement partie des 12. Mais comment expliquer sa complicité? C'était un homme respectable, employé par la compagnie depuis de nombreuses années, pas le genre d'homme qui se laisserait corrompre pour être complice d'un crime. Alors Pierre Michel devait être impliqué dans l'affaire Armstrong. Puis je me suis souvenu que la bonne d'enfant décédée était française,
en supposant que cette malheureuse jeune fille ait été la fille de Pierre Michel. Cela expliquait tout. Y avait-il encore d'autres personnes dont le rôle dans cette tragédie n'avait pas été éclairci? Le colonel Arbuthnot, je le situe en tant qu'ami des Armstrong. La femme de chambre, Hildegard Schmidt. J'ai pu deviner sa place au sein de la maison Armstrong. Je lui avais tendu un piège et elle est tombée dedans. Je lui ai dit que je savais qu'elle était bonne cuisinière. Elle m'a répondu « Oui, en effet, c'est ce que toutes mes patronnes m'ont dit. Mais si vous êtes employé en tant que dame de compagnie, vos employeurs ont rarement l'opportunité de savoir si oui ou non vous faites bien la cuisine. » Et puis il y avait Hardman. Il semblait définitivement n'avoir aucun lien avec les Armstrong. Je ne pouvais l'imaginer autrement qu'amoureux de la jeune fille française. Je lui ai parlé du charme des étrangères. Soudain, les larmes lui sont montées aux yeux, et il a prétendu être ébloui par la neige. Voilà qui ne nous laisse plus que Mrs. Hubbard. Maintenant, Mrs. Hubbard, laissez-moi vous le dire, a joué le rôle le plus important dans cette tragédie. Pour jouer le rôle qu'elle a joué, la mère américaine, dévouée, parfaitement naturelle et légèrement ridicule, il fallait une artiste. Mais il y avait une artiste liée à la famille Armstrong, la mère de Mrs. Armstrong, Linda Arden, l'actrice. Il s'arrêta. « J'ai toujours voulu jouer dans une comédie, » dit Mrs. Hubbard, dans une voix qui ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait utilisée durant tout le voyage. Ce faux pas de la trousse de toilette était stupide. Cela prouve qu'il faut toujours répéter correctement, poursuivit-elle. Elle regarda Poirot droit dans les yeux. Vous êtes un homme merveilleux, mais vous ne pouvez pas du tout imaginer ce que c'était, cet horrible jour à New York. J'étais tellement folle de chagrin, de même que les serviteurs. Et le colonel Arbuthnot était présent lui aussi. Il était le meilleur ami de John Armstrong. Il m'avait sauvé la vie durant la guerre, raconta Arbuthnot. Nous avons décidé à ce moment-là, poursuivit Mrs. Hubbard, peut-être étions-nous fous, je ne sais pas, que la sentence de mort à laquelle Cassetti avait échappé devait être mise à exécution. Nous étions 12, ou plutôt 11. Le père de Suzanne était en France, bien sûr. C'est notre chauffeur Antonio qui a émis l'idée. Marie a planifié tous les détails plus tard avec Hector McQueen. Il avait toujours adoré Sonia, ma fille, et c'est lui qui nous a expliqué exactement comment l'argent de Cassetti lui avait permis d'être acquitté. Il nous a fallu beaucoup de temps pour parfaire notre plan. Nous avons d'abord dû retrouver la trace de Cassetti. Ensuite, nous avons tout fait pour qu'il engage Masterman et Hector. Puis nous avons eu un entretien avec le père de Suzanne. Le colonel Arbuthnot tenait absolument à ce que nous soyons 12. Il n'appréciait pas vraiment l'usage du couteau, mais il fut d'accord sur le fait que cela résoudrait la plupart de nos difficultés. Nous avions appris d'Hector que Ratchet rentrerait d'Europe de l'Est par l'Orient Express. Avec Pierre Michel, qui travaillait dans le train, l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Le mari de ma fille a voulu savoir et a insisté pour voyager avec elle. Nous voulions réserver tous les compartiments dans la voiture Istanbul-Calais, mais malheureusement, il est resté un compartiment que nous n'avons pas pu avoir. Il était réservé depuis longtemps pour un directeur de la compagnie, M. Harris, bien sûr, qui n'est jamais venu. Et puis, bien évidemment, vous êtes arrivé. Elle s'interrompit. « Bien, fit-elle. Vous savez tout à présent, monsieur Poirot. Qu'allez-vous faire? Si toute cette affaire doit être révélée, ne pouvez-vous pas juste rejeter la faute sur moi seul? Il est inutile de mêler tous les autres à ceci. Toutes ces âmes bonnes et sincères, et le pauvre Michel, et Marie, et le colonel Arbuthnot, ils s'aiment. » Poirot regarda son ami. « Vous êtes le directeur de la compagnie, monsieur Bouc. Qu'en dites-vous » Monsieur Bouc s'éclaircit la voix. « Selon moi, monsieur Poirot, déclara-t-il, la première théorie que vous avez énoncée était la bonne, sans aucun doute. Je suggère que ce soit cette solution que nous offrions à la police yougoslave lorsque nous arriverons. Êtes-vous d'accord, docteur ? » « Bien sûr, je suis d'accord, » répondit le docteur Constantine. « En ce qui concerne les preuves médicales, je pense
que je ferai une ou deux suggestions un peu improbables. Dans ce cas, conclut Poirot, après avoir énoncé ma solution devant vous, j'ai l'honneur de me retirer de cette affaire.